Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin spécial Congrès des maires, Asdine Taibi, bonjour, maire PCF de Stein, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Manuel Domergue, bonjour, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Pierre Jarlier, bonsoir, maire UDI de Saint-Flour, vice-président de l'AMF en charge du logement et auteur d'un guide sur l'habitat indigne pour l'AMF. Pierre Madec, bonjour à vous également, économiste à l'OFCE, spécialiste du logement social et du mal logement. Merci à tous les quatre d'être ici. Pierre Jarlier, je voudrais commencer avec vous parce que vous nous dites l'habitat indigne, c'est un casse-tête pour les maires. Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires n'ont pas vraiment de réponse à apporter à cette question qui est évidemment très difficile. Pourquoi ? Parce que les procédures sont toujours extrêmement lourdes, ils n'ont pas toujours le pouvoir d'agir et surtout, ils ont une grosse difficulté pour agir sur le foncier. Parce qu'en réalité, bien souvent, même s'ils prennent des arrêtés d'insalubrité, des arrêtés d'interdiction d'habiter, ensuite, il faut qu'ils fassent des travaux après des expertises. Ensuite, pour récupérer l'argent de la part des propriétaires, lorsque les propriétaires refusent de faire ces travaux, c'est un vrai casse-tête. Et quelquefois, la commune ne récupère tout simplement pas cet argent. Donc ça veut dire que certaines communes sont dans l'incapacité d'agir lorsqu'elles sont face à elles avec un immeuble qui menace ruine ou un immeuble insalubre. Il y a vraiment une nécessité d'agir très vite. Asdine Taibi, vous partagez ce constat ? Oui, je le partage. Je dirais que c'est plus qu'un casse-tête. On a un peu le sentiment, les maires et puis les équipes municipales, d'être face à une situation où on est totalement démunis, un sentiment un peu d'abandon, avec des problématiques extrêmement compliquées. Le reportage de Saint-Denis montre à quel point l'urgence de combattre toutes les formes, je dirais, de logements insalubres. Vous vivez exactement le même genre de situation ? Oui, à peu près 40% sur Saint-Denis et sur la moyenne de pleine commune, c'est à peu près entre 16 et 20% d'habitat indigne et c'est le cas aussi à Stein. Alors on se sent un peu démuni puisque déjà les démarches parfois elles sont extrêmement compliquées, on n'est pas forcément très bien accompagné, outillé par les services de l'État. Et puis on a affaire aussi à des sacrés voyous, à des personnes qui sont extrêmement bien organisées. Des marchands de sommeil ? Des marchands de sommeil, je pense en particulier aux marchands de sommeil, et qui par contre eux parfois connaissent très bien les ficelles des différentes lois. Donc ça nous met dans l'embarras. Et c'est vrai que le drame de Marseille, mais on pourrait aussi évoquer ce qui s'est passé à Aubervilliers cet été, nous montre à quel point l'urgence de trouver des réponses et de ne pas laisser les maires, les administrations locales seules face à une telle situation, mais qui nous renvoie aussi à la question, à la problématique plus globale, mais on va certainement en débattre sur la question du logement, parce que ça nous renvoie en effet sur la question du logement. Évidemment, les personnes qui vivent dans des conditions complètement indignes, elles y sont, malgré eux, parce que très souvent, elles ne trouvent pas de solution de logement. Manuel Domergue, vous entendez le désarroi des maires ici présents. Est-ce que vous nous dites effectivement, ils sont dans une situation d'incapacité d'agir ou tout de même, ils pourraient faire plus ? C'est sûr que c'est compliqué d'agir contre le logement insalubre quand on est maire. Surtout quand on est maire dans une commune où il y a beaucoup de logements insalubres et surtout quand c'est une commune qui est pauvre. Donc ça, c'est une réalité. Ça n'empêche pas énormément de maires, par exemple à Stein, mais pas seulement, d'agir, de faire ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à résoudre toutes les questions, mais ils font une partie. Ce qui a choqué... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire ? Ils arrivent à sortir un certain nombre de logements de l'indignité, à reloger des personnes, à engager des travaux. Donc c'est possible d'agir quand on est maire ? Bien sûr que c'est possible. Tous les jours, il y a des centaines de maires qui agissent et qui font avancer la cause. Après, par exemple, à Saint-Denis ou à Stein, si on voulait réussir à tout résorber, ça prendrait des décennies par manque de moyens, par exemple. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Ce qui a choqué à Marseille, c'est qu'on a l'impression que la mairie n'a pas tout fait ce qui est en son pouvoir pour résorber l'habitat indigne. Au contraire, il y avait une incurie depuis des années, des décennies que tout le monde connaissait, qui est documentée dans des rapports. Donc le maire de Marseille, par exemple, ne peut pas dire c'est à cause des procédures, c'est à cause de la lourdeur des procédures, du manque de moyens que je n'ai pas réussi. Il y a vraiment des rapports qui ont montré, réguliers, depuis des années, qu'il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir. Donc on ne peut pas résoudre facilement en claquant des doigts, c'est un problème tout à fait complexe, mais on peut commencer. Pierre Madec. Le problème, il est en effet le manque de moyens financiers, il est aussi le manque de logement, tout simplement. C'est-à-dire que les marchands de sommeil, l'habitat insalubre, ça existe, évidemment. Il ne faut que profiter d'une situation, vous voulez dire ? Les marchands de sommeil profitent d'une situation où il y a une pénurie de logements au niveau local dans les zones les plus tendues. Cette pénurie de logements, dans certaines communes, elle est entretenue, dans d'autres, elle est subie, mais en tout cas, elle existe. Et si on avait si on avait un parc suffisant de qualité, ces situations-là dramatiques n'existeraient pas. Derrière ça, là, il y a évidemment la question des moyens, et je pense qu'on y reviendra, mais la question de la législation ou de la place qu'a l'État
sa part de responsabilité dans ces situations. La loi Elan, par exemple, ou les arbitrages budgétaires qui ont pu être mis en œuvre ces derniers mois, sont plutôt inquiétants de ce point de vue-là, parce qu'on voit qu'on met moins de moyens sur le logement. C'est pas en mettant moins de moyens sur le logement qu'on va réussir à sortir de ces situations dramatiques. Je voudrais vous lire ce que nous dit la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, dans Libération. Je la cite. « Agissant avec des moyens réglementaires insuffisants, le maire se bat souvent seul contre ce phénomène. » Je parle évidemment de l'habitat indigne. « Naviguant entre la maîtrise de procédures lourdes et complexes et une société qui se judiciarise et dans laquelle des propriétaires indélicats et bien défendus parviennent à tirer leur épingle du jeu. » Pierre Jarlier, vous partagez exactement ces propos ? Bah oui, je partage ce propos parce que malheureusement, lorsqu'on est face à une situation de ce type, le maire peut agir, mais c'est extrêmement compliqué et extrêmement long. Parce que dans le cas, par exemple, d'un arrêté de péril imminent sur un immeuble, le maire prend cet arrêté de péril. Ensuite, il doit faire nommer un expert par le tribunal administratif. Ensuite, il doit enjoindre le propriétaire de faire les travaux. Si le propriétaire ne fait pas les travaux, ensuite, il se doit de faire les travaux à la place du propriétaire et seulement après, se retourner contre le propriétaire. Mais qui est le propriétaire ? On a souvent des biens vacants, on a souvent des sociétés qui ne sont pas forcément tout à fait lisibles, ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller récupérer l'argent, mais on a aussi des propriétaires qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux, donc qui n'ont pas les moyens de rembourser. Et on voit, dans ce reportage à Saint-Denis, cette locataire qui continue de payer les loyers alors qu'il y a eu cet arrêté de péril. Elle n'a même pas été informée du fait qu'elle devait arrêter de payer le loyer. Ça vient d'où, là, le problème ? Ça vient que la législation aujourd'hui n'est pas adaptée à l'urgence des situations devant lesquelles on se trouve. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'attentes sur la loi Elan, par exemple, parce qu'il y a un article qui dit qu'il y aura des dispositions qui seront prises dans le cadre d'ordonnances, mais ces ordonnances, elles sont urgentes, parce qu'il faut clarifier le droit. Par exemple, en matière d'insalubrité, aujourd'hui, lorsqu'un maire a une présomption d'un logement insalubre, c'est pas lui qui décide de l'insalubrité, c'est l'ARS. Alors l'ARS, évidemment, le maire, il téléphone à l'ARS. Alors je parlais avec mon voisin tout à l'heure. Moi, j'ai appelé l'ARS plusieurs fois sur une présomption. Agence régionale de santé. Hein. Voilà, agence régionale de santé. Ils sont jamais venus, tout simplement. Donc quand ils viennent pas, on est l'arme au pied. Parce qu'on ne peut pas justement constater cette insalubrité et déclencher évidemment toutes les procédures nécessaires à la levée de cette insalubrité. Donc il y a vraiment un cadre réglementaire qu'il faut changer. On attend beaucoup de ces ordonnances, mais franchement je pense qu'il faudra aller plus loin parce que au terme de tout ça, c'est quand même la question de l'intervention possible du maire sur le foncier, une bonne fois pour toutes, parce que tant que la commune ne maîtrisera pas le foncier, on ne pourra pas véritablement s'attaquer à la question du logement. On peut faire à la limite des travaux qui vont empêcher un immeuble de se démolir, vraiment des travaux d'urgence, mais dans ce cas-là, le maire ne peut pas intervenir vraiment pour rénover le logement. Il faut que la question du foncier s'ouvre, parce que nous avons besoin de procédures rapides. Elles existent, ces procédures. Mais ce sont des opérations de résorption de l'habitat indigne qui prennent plusieurs années. Il faut faire des études urbaines, des études de calibrage. Il faut avoir de nombreux moyens en matière d'ingénierie. Donc il faut des mesures plus rapides et plus efficaces pour que le maire puisse intervenir directement sur la question de l'insalubrité. Alors justement, que fait le gouvernement face à cette question de l'habitat insalubre ? Julien de Normandie, ministre des Relations avec les collectivités territoriales, a répondu à cette question ce matin dans Territoire d'Info sur Public Sénat. Et il revient notamment sur ce plan à 3 milliards d'euros. Début du mois d'octobre, donc avant les événements tragiques et dramatiques qui ont endeuillé toutes les Marseillaises et Marseillais. J'ai annoncé, d'ailleurs à Marseille même, parce que je savais de l'importance du sujet à Marseille, une politique publique nouvelle, ambitieuse, très forte, entièrement tournée vers la lutte contre l'habitat insalubre. C'est 3 milliards d'euros que j'ai annoncé début octobre avec tous les partenaires, toutes les agences de l'État, celles de la rénovation urbaine, celles pour habiter mieux qu'on appelle l'ANA, mais également Action Logement, la Caisse des dépôts, etc., pour proposer à l'ensemble des collectivités de nouveaux moyens, de nouvelles mesures et une détermination totale à les accompagner dans la lutte contre l'habitat insalubre. Asdine Tabi, elle est là en partie la réponse du gouvernement, un plan à 3 milliards d'euros face à l'habitat indigne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, ce sont des déclarations. On attend de voir un peu maintenant les choses de manière concrète. Tout à l'heure, il a été évoqué justement les contradictions face à cette situation. Quand on voit la mise en application de la loi Elan qui va forcément avoir un impact extrêmement négatif sur le logement insalubre et indigne.
quand on voit toutes les mesures qui sont prises actuellement, bien évidemment, donc le ministre parle de politique publique, mais très souvent les politiques publiques, elles sont, on va dire, elles sont inscrites et elles sont mises en place. Tout à l'heure, vous avez tout à fait raison de dire que Hastin est comme sur l'échelle de pleine commune. Nous avons pris des dispositions importantes pour éradiquer l'habitat indigne et insalubre. Nous avons pris des dispositions extrêmement importantes, fortes, avec les moyens que nous avons. Donc, une politique publique, elle ne peut pas simplement se reposer sur les collectivités. Moi, je pense qu'il faut vraiment partir. Alors, il faut en effet repenser le cadre légal, la loi, la retravailler. Mais si nous retravaillons sur une nouvelle loi et que derrière, nous sommes heurtés à des moyens à la fois humains, à des moyens financiers, ça ne sert pas à grand-chose. Et en même temps, si on veut en effet lutter contre l'habitat indigne, lutter contre les marchands de sommeil qui malheureusement prospèrent de plus en plus, qui très souvent n'habitent pas dans nos communes, ne sont pas du territoire. Hein. C'est souvent, nous, j'ai été amené à trouver des adresses de personnes qui habitaient à Cannes, qui habitaient dans le sud de la France. Mais si réellement on veut lutter contre l'habitat indigne, contre ces familles qui sont dans des situations complètement, je dirais, inhumaines, inacceptables, ces enfants, je le vois bien, des enfants qui vont à l'école et qui sont très fatigués parce qu'ils partagent une pièce à 10, 12 personnes. À côté, il faut vraiment une politique nationale en matière de logement. Il faut reconstruire de logements et ça permettra justement de resserrer les taux et de faire en sorte que les marchands de sommeil ne pourront pas prospérer comme ils le font actuellement. Donc, apportons des réponses durables, y compris en matière de logement social. Hein. Apportons des réponses très claires pour, je dirais, plus qu'inciter, mais demander aux maires qui refusent d'appliquer cette loi de solidarité SRU sur l'échelle nationale, qu'à un moment donné, ils puissent l'appliquer. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut avoir une ambition, il ne faut pas simplement avoir des très belles déclarations et de parler de politique publique. Bah oui, politiques publiques, elles sont vraiment appliquées au local et malheureusement, on ne sent pas cette ambition au niveau national. Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Vous craignez que ce soit une simple déclaration, Emmanuel Domergue, c'est concret, 3 milliards d'euros? C'est concret, c'est 3 milliards d'euros sur 10 ans. Donc on verra au fur et à mesure des années. Oui, c'est ce que ne précise pas Julien de Normandie. On a connu quand même beaucoup d'effets d'annonce financiers notamment, où on ne savait pas si c'était des moyens supplémentaires ou si ça venait en substitution de ce qui existe déjà. Ce qui est sûr, c'est que depuis des années, c'est pas ce gouvernement, c'est tous les gouvernements précédents, la lutte contre l'habitat indigne est sous-financée. Il y a quelques logements qui sont rénovés au titre de l'habitat indigne. Ce qui a pris le dessus, pas suffisamment, mais en termes de communication, c'est plutôt la lutte contre la précarité énergétique qui était plutôt à la mode, on va dire, même si la politique n'est pas suffisante même là-dessus. Mais l'habitat indigne a été un peu passé de mode. Donc c'est bien si l'État revient, investit. C'est à cause du drame de Marseille, on imagine. Alors, le plan, effectivement, était avant le drame de Marseille. Oui. Mais si on s'intéresse vraiment aux copros et qu'on met de l'argent, très bien. Par exemple, à Saint-Denis, la municipalité est obligée, depuis des années, de choisir certains quartiers en particulier où lancer des OPA, des opérations programmées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire sur tous les quartiers qui le nécessiteraient. Après, c'est des moyens financiers, c'est des moyens humains beaucoup aussi. Parce que les procédures sont compliquées, c'est vrai, mais elles existent. Et elles sont compliquées quand, dans certaines villes, on a 1, 2, 3 personnes qui s'occupent de ça. Donc à la fois, il faut plus de monde mieux formé et passer à la bonne échelle, à l'échelle intercommunale. On ne va pas lutter contre l'habitat indigne à l'échelle de chaque commune parce qu'on sait que ça ne marche pas, parce qu'il faut vraiment une grande compétence pour des procédures qui sont très spécifiques. Donc Marseille, typiquement, il faudrait passer au niveau de la métropole pour mettre à l'échelle la lutte contre l'habitat indigne. Et ça, on voit bien qu'il y a plein de villes où les quelques salariés qui font ça tournent beaucoup, sont pas assez formés et donc au final ne prennent pas les arrêtés ou ne mènent pas les enquêtes nécessaires. On pourrait dire la même chose sur l'ARS. Si l'ARS ne passe pas quand il y a un signalement, ça peut être parce qu'il y a un manque de coordination, ça peut être aussi un manque de moyens, tout simplement de personnes pour aller les faire. C'est tout bête. Hein. Les procédures ne s'appliquent pas toutes seules. Il faut aussi des moyens humains dans les associations. Nous, on a réussi à la Fondation Abbé Pierre à faire condamner un marchand de sommeil parisien au pénal. C'était une des premières fois. Pourquoi ? Parce qu'on a accompagné les personnes dans cet immeuble, qui étaient des personnes très vulnérables, comme chaque fois, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a fallu aller les voir, les repérer, les encourager. Et on sait qu'il y a du turnover parmi les personnes qui sont victimes de marchands de sommeil. Et donc, il faut des tiers de confiance. Une association, c'est plus facile d'aller la voir qu'aller voir le maire ou la préfecture quand on est une personne, par exemple, en situation irrégulière. Donc, on voit bien qu'il y a très peu d'associations qui mènent des actions juridiques, y compris offensives, contre les marchands de sommeil ou contre les collectivités quand c'est nécessaire, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Pierre Madec, je retiens aussi du propos de Emmanuel Domergue le mot sous-financement. Vous êtes d'accord ? Un plan à 3 milliards d'euros sur 10 ans, il faut parler de sous-financement ? Sous-financement, il faudra avoir une idée des besoins pour dire si oui ou non c'est sous-financé. Et en réalité, la Fondation Abbé Pierre fait un gros travail de recensement d'un certain nombre de situations, mais on a du mal à savoir exactement combien de logements concernés, combien de personnes. Voilà, il faudrait rapporter ces moyens aux objectifs qui sont fixés. Ce qu'on voit, c'est que clairement, au travers des objectifs budgétaires qui sont fixés,
à la fois sur la politique du logement, mais aussi sur la politique de la ville, mais aussi sur les dotations aux collectivités locales, il y a une fragilisation des collectivités locales qui se ressent à un moment ou à un autre sur la politique du logement à l'échelon local. Tout n'est pas une question de moyens, mais il y a quand même une histoire de moyens derrière. Et une fois de plus, quand vous fragilisez le parc social en enlevant 1,5 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'euros, tout ça, ça fait du logement social en moins, ça fait du logement social en moins dans les zones tendues, et ça fait des zones où potentiellement les marchands de sommeil, dans quelques années, pourront se développer parce que l'offre de logement est insuffisante. Donc si en face il y avait des dispositifs nouveaux, par exemple, pour aider les bailleurs privés à entretenir correctement leur logement. Certaines associations réclament un statut du bailleur privé, des choses comme ça. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites sur le parc privé pour le mobiliser, pour le rendre plus abordable, pour le rendre de meilleure qualité. Mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire, on fragilise d'un côté le parc social et on ne renforce pas non plus les dispositifs sur le parc privé. Donc on ne peut pas s'attendre à forcément une sortie de crise de ce point de vue-là. Je vous vois tous faire oui de la tête. Pourtant, Julien de Normandie nous parle d'une politique, je le cite, une politique publique nouvelle, ambitieuse, très forte. Pierre Jarlier. Une politique nouvelle, ambitieuse, très forte, on ne demande que ça. Simplement, aujourd'hui, il faut se poser la question à la fois des moyens, on vient de le dire, et à la fois de l'ingénierie nécessaire. Parce que ces sujets sont très complexes, on l'a déjà dit. Et il y a des territoires qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre justement cette ingénierie pour pouvoir identifier les logements qui sont potentiellement indignes, pour pouvoir lancer les actions coercitives, pour pouvoir lancer des opérations de rénovation. Et là se pose la question de la bonne échelle. Et la bonne échelle, c'est vrai que c'est sans doute à l'échelle de l'intercommunalité qu'il faut pouvoir agir en toute solidarité, de façon à ce qu'il y ait une vraie cellule d'ingénierie qui se mette en place à l'échelle de l'interco, pour qu'ils puissent monter ces opérations qui sont toujours très lourdes, on l'a dit, et qu'on puisse être plus efficace. Mais pour autant, et c'est là que, avec l'Association des maires de France, on a un petit différend avec le gouvernement, il ne faut pas dessaisir le maire. Il ne faut pas dessaisir le maire parce que le maire est à la proximité. Il est en mesure de pouvoir identifier les problèmes qui peuvent se poser et il faut qu'il puisse travailler en liaison avec son intercommunalité. Donc il ne faut pas couper l'un de l'autre. Et encore une fois, ce n'est pas dans le système de transfert automatique de compétences qu'on arrivera à régler les problèmes. C'est dans la mise en commun de moyens, avec une vraie stratégie intercommunale pour prendre ce fléau vraiment de front et ensuite que le maire puisse avoir les moyens d'intervenir et qu'il ne soit pas obligé d'aller chercher les services de l'État qui n'arrivent pas lorsque précisément il y a une difficulté qu'on rencontre sur le terrain. Alors on va aller au-delà de la question de l'habitat insalubre. La crise du logement en France, évidemment, est beaucoup plus profonde. Les promoteurs immobiliers tirent la sonnette d'alarme. Alain Dinin, président de Nexity, dans le JDD ce week-end, mon plan pour mieux loger les Français. Qui est le rentier du logement? C'est l'État, écrit-il. Il faut arrêter, selon lui, de fabriquer une France de propriétaires. Il faut une France de bien logés. Autre point de vue côté promoteur, et je vous ferai réagir évidemment à ces propos, celui d'Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, sur la question de la forte baisse des mises en vente de logements neufs, moins 17,5% par rapport au troisième trimestre de 2017. Et là, elle pointe une double responsabilité, celle des maires et celle du gouvernement. Je la lis. Certains élus expriment une saturation du bâti due aux contentieux qu'ils ont eus avec des habitants ou aux nuisances générées par les chantiers. Et elle ajoute, la politique du logement du gouvernement est paradoxale. Il fixe des objectifs de construction ambitieux au niveau national, mais il donne de fait un droit de veto aux maires qui délivrent les permis de construire. Asdine Taïbi, comment vous réagissez à ces propos? Alors c'est vrai que ça correspond à une réalité, et puis en même temps, il ne faut pas non plus écarter la problématique de la spéculation immobilière. C'est-à-dire, dites-nous d'abord en quoi ça correspond à une réalité. Vous voulez dire que certains maires, effectivement, freinent les permis de construire parce qu'ils ont à faire face au mécontentement des administrés? Ils freinent les permis de construire parce que, d'une part, le logement et puis l'accession à la propriété, parfois dans nos territoires, ne correspondent pas à une demande, à un besoin de la population. Moi, je vois sur Stein à peu près 2400 demandeurs de logement. Qu'est-ce que je leur réponds à ces 2400 demandeurs de logement? Je leur dis, je ne construis plus de logements sociaux, alors que j'en construis sur la ville et je vais continuer à en construire. Je construis un peu d'accession à la propriété, mais en même temps, il n'est pas question, je dirais, de transformer nos territoires et de faire en sorte que celles et ceux qui souhaitent
accéder, y compris ceux qui sont dans le logement indigne, à un logement social, puissent le faire. Alors je le fais dans ma ville, alors que je suis pratiquement à 60% de logement social, et tant mieux, et j'en suis fier, parce que c'est aussi un héritage, je dirais, de solidarité, c'est aussi un héritage important qui a permis d'accompagner des familles qui ne pouvaient pas accéder à des logements. Beaucoup de familles viennent de Paris, étaient dans des hôtels meublés ou même dans des bidonvilles. Donc voilà, bon, après, chaque maire est face à ses responsabilités, mais je sais que moi, sur Stein, et puis sur l'échelle de pleine commune, nous sommes très vigilants à faire en sorte que le logement, c'est aussi de la mixité, que des projets d'accession à la propriété, oui, mais il faut aussi des projets d'accession sociale, il faut aussi des projets qui nous permettent de réinvestir dans le logement social. Or, force est de constater que la loi Elan fait tout le contraire. Et je dirais même, la loi Elan va même encourager les marchands de sommeil, je dirais, à pérenniser. Ça va les encourager quelque part, parce que ça, forcément, ne répond pas à la construction de logements sociaux, en particulier sur Paris. Je crois qu'il faudrait pratiquement la construction de près de 200 000 logements en région parisienne pour au moins répondre à minima aux besoins, aux attentes de familles qui, des fois, parfois, durent depuis de très nombreuses années. La loi Elan ne fait pratiquement aucun effort. Au contraire, je dirais, elle pressure les bailleurs, les offices HLM qui ont de très grosses difficultés, qui maintenant, parfois, certains annoncent vouloir vendre une partie de leur patrimoine. On marche sur la tête, ce n'est pas possible. Donc la situation, elle est intenable. Et donc la loi Elan, moi j'ai plutôt le sentiment qu'elle va favoriser davantage à ce que les marchands de sommeil puissent davantage, je dirais, acheter, louer des logements et surtout pas, je dirais, apporter leur contribution pour que des familles puissent être logées dignement, quoi. Vous êtes tous d'accord avec cela, Pierre Madec ? Ce que dénonce en partie Alain Dinin, et il a plutôt raison sur ce point-là, c'est le fait que en France, on marche un peu quand même sur la tête. C'est-à-dire que tout le monde se plaint des prix immobiliers hauts, des loyers élevés, mais en réalité, quand vous regardez le fonctionnement de la fiscalité immobilière, tout le monde a intérêt à ce que les prix immobiliers augmentent. C'est-à-dire que les communes voient leurs recettes fiscales indexées en partie sur les prix immobiliers. L'État touche de la TVA sur la production de logements neufs et donc profite aussi en partie de l'augmentation des prix immobiliers. Donc il y a une hypocrisie, c'est ce que vous nous dites ? C'est pas de l'hypocrisie, c'est un système très ancien qui veut que sur chaque transaction, dans le neuf et dans l'ancien, vous touchiez un peu d'impôts. Mais si on affiche l'objectif de faire baisser les prix, de faire baisser les loyers, de faire baisser le coût du logement pour les ménages, notamment les plus modestes, que ce soit à l'accession ou à la location, on pourrait essayer de sortir de cette logique où tout le monde a intérêt à ce que les prix immobiliers augmentent, sauf ceux qui ne possèdent rien. Et donc, je trouve que lancer ce débat, notamment au regard des annonces du président de la République sur une remise à plat de la fiscalité locale, c'est intéressant. Manuel Domer. Oui, Monsieur Dinin, il a raison dans un sens, et c'est intéressant parce qu'avec les promoteurs immobiliers, la Fondation Abbé Pierre n'a pas toujours les mêmes opinions. Mais on voit que dans tout le secteur de l'immobilier du logement en général, il y a une grosse inquiétude. Pourquoi ? Parce qu'on sent chez ce gouvernement une prédominance du budget. C'est Bercy qui décide, et pour eux, le logement, ça coûte cher, sans voir que ça rapporte davantage aux caisses de l'État. Et il n'y aurait pas forcément besoin de construire davantage. Donc, vous disiez, il y a des objectifs de construction importants. Non, il n'y a pas d'objectif de construction de logements neufs, ni de logements sociaux, ni de logements privés. Ça a disparu. C'est Alexandra François-Cuxac qui le disait, c'est pas moi. Et par exemple, Monsieur Jolivet, député de l'Indre, qui est rapporteur du budget, nous a dit, mais il n'y a pas de crise du logement, pour justifier les coupes budgétaires dans le logement, en disant il n'y a pas besoin de construire davantage de logements, peut-être à Paris un petit peu. C'est pas vrai. La France du logement, des tensions du logement, elle n'est pas que à Paris. Paris est région parisienne. Marseille, Lyon, la côte atlantique, Bordeaux, Nantes, Rennes, la frontière suisse, le Pays Basque, etc. Ça dessine une France très tendue. Pas partout. Il ne faut pas construire dans les Vosges, il ne faut pas construire en Ardèche, ce serait ridicule, il faut réhabiliter. Mais il y a des besoins en construction importants. Et ça va perdurer parce que la démographie nous dit ça, tout simplement. Des familles de plus en plus petites, des naissances, des migrations, il y a des besoins en logement importants. Et donc dire finalement c'est pas grave si la construction décroche, eh ben, c'est vraiment un très mauvais diagnostic. Il ne faut pas construire n'importe où, mais on a besoin de construire quand même massivement à des prix raisonnables. Et ça, Bercy ne l'entend pas. Bercy ne voit que les économies à court terme et donc fait des économies sur les APL pour faire des travaux, pour sortir de l'habitat indigne, fait des économies sur les bailleurs sociaux. Et on sait qu'on a besoin des bailleurs sociaux pour sortir les personnes de l'habitat indigne. Donc à la fin, sur l'accession à la propriété également, ça a été rogné. Et donc ça veut dire moins de logements à la fin et donc plus de tensions. Et donc une opportunité plus grande pour les marchands de sommeil de profiter de ces tensions-là. Pierre Jarlier, il y a une vision trop comptable des choses sur la question du logement avec ce gouvernement en particulier ?
Bon, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maires qui ne sont pas pressés de délivrer des permis pour faire du logement. Je pense qu'il y a quand même une très grande majorité d'entre eux qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire des logements, pour pouvoir construire l'ascenseur social du logement dans leur ville. Mais il faut avouer qu'il y a quand même de grandes difficultés. Notamment, on revient à la question du foncier. Parce que sur le logement neuf aujourd'hui, c'est très difficile de mobiliser du foncier. On arrive à des coûts en plus de logements qui deviennent prohibitifs. On voit bien que les gens ne peuvent plus construire là où ils travaillent. Ça pose d'ailleurs des énormes problèmes en même temps de mobilité. Et on est dans un paradoxe. C'est qu'on a une demande de logement qui est de plus en plus importante et en même temps des logements vacants de plus en plus nombreux. Alors il manque là aujourd'hui vraiment des mesures importantes pour qu'on puisse s'attaquer au parc existant de façon à ce qu'on ait plus ces logements vacants. Mais quand on regarde bien, si on fait l'accession sociale à la propriété dans le neuf, on a de la TVA réduite. Si on fait de l'accession sociale en réhabilitation, on a la TVA à 20%. Donc aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, c'est qu'à la fois il n'y a pas de foncier pour construire, et à la fois là on pourrait réaménager des logements, sortir de l'indignité, faire des logements pour en même temps redynamiser les centres-villes, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'il n'y a pas de mesures fiscales suffisamment fortes pour pouvoir inciter les promoteurs à investir dans les centres-villes. Et tout le monde partage les doutes d'Azdine Taibi sur cette loi Elan et sur ces ordonnances ? La loi Elan, elle s'inscrit dans une chronique qui démarre à l'été 2017 et qui commence par baisser de 5 € l'aide personnelle au logement pour l'ensemble des allocataires. Ça partait mal, vous nous dites. Non, mais il faut retracer un peu l'histoire. Après, il y a des arbitrages budgétaires qui visent à faire des économies budgétaires très importantes sur les bailleurs sociaux et notamment encore sur les aides personnelles au logement. Et après ça, il y a les discussions autour de la loi Elan où, en gros, il y a beaucoup de mesures réglementaires pour fluidifier le marché. Pourquoi pas ? Il y a aucune mesure sur le stock de logements. Par exemple, sur les logements anciens, qui représentent quand même 99% du parc de logements, ne sont pas du tout traités dans la loi Elan. Alors que, évidemment, sur toutes les questions d'adéquation entre offre et demande, de réhabilitation, etc., le parc ancien doit être mobilisé. Mais il n'y a pas de disposition là-dessus. Et donc, sans être forcément critique pour être critique, mais ce qu'on peut dire, au moins, je pense qu'il y a un consensus pour dire que la loi n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a en effet une crise du logement en France, il y a même des crises du logement en France qui sont de nature assez diverses, mais qui trouvent leur mal un peu au même endroit. C'est en effet le logement cher, trop cher et inaccessible. Il faut de nouveau produire du logement abordable et on a les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire de choix politique derrière. Un logement social, en moyenne, c'est à peu près 10 000 € de subventions publiques. Collectivité locale, État, de subventions publiques. Vous multipliez ça par le nombre de logements qu'il faut construire et vous voyez qu'en réalité, on aurait les moyens de construire du logement. Il y a un problème de volonté. Et on va s'arrêter sur ce constat. Merci à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'OVPL spécial Congrès des maires. Fin de cette émission.